Eh bien voilà, dimanche, nous allons voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, nous savons pour qui nous envisageons de voter. Mais est-ce que nous savons toujours pourquoi nous allons voter? Je veux dire, est-ce que nous savons ce que celui qui sera élu président de la République pour 7 ans par nos suffrages va faire du pouvoir considérable que nous allons lui confier? Est-ce que nous avons pris le temps d'examiner et de comparer les projets des candidats? Alors je sais bien, certains se disent, après tout, tous ces projets se ressemblent plus ou moins. Bon, évidemment, mais on peut dire ça de tout. Par exemple, toutes les automobiles se ressemblent plus ou moins. Et est-ce que nous choisissons notre voiture les yeux bandés? Eh bien, le choix d'un président, c'est au moins aussi important que celui d'une automobile. Car de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de savoir si, au cours des années qui viennent, la France va devenir un pays minuscule, ou bien si la France va devenir l'un des moteurs d'une Europe qui aura fait sa place dans le monde. Alors évidemment, tout cela dépend très largement de vous, de nous tous, de l'énergie de chacun de nous. Mais cela dépend aussi dans une très large mesure des choix qui seront faits pendant 7 ans par notre président. Alors quel choix? Franchement, je crois qu'on a pris moins de temps pour s'en préoccuper que pour suivre l'évolution des courbes des sondages ou comparer les campagnes de pub. Les sondages, ils sont là en principe pour nous éclairer. Mais je me demande s'ils n'ont pas fini par nous aveugler. Et la publicité, elle est là pour nous parler. Mais je crois qu'elle a fini par nous assourdir. On peut s'arrêter à la publicité et à l'emballage quand il s'agit d'acheter, je sais pas, une poudre de lessive. Mais quand il s'agit du président de la République, il faut peut-être s'intéresser davantage au produit, si j'ose dire, c'est-à-dire à l'homme et à son projet. Quant au sondage, l'élection présidentielle, ce n'est pas le tiercé. Dimanche, quand nous serons chacun d'entre nous, seuls, face à nous-mêmes, dans l'isoloir, il ne s'agira pas de voter pour celui que privilégie tel ou tel institut de sondage. Il s'agira de voter pour celui en qui on a confiance, pour l'aider à gagner. En ce qui me concerne, dimanche, je vais voter pour Raymond Barre. Parce qu'il m'a convaincu, parce que j'ai confiance en lui. La confiance est un sentiment personnel que j'éprouve. Peut-être le partagerez-vous. J'espère qu'il va vous convaincre. Il va répondre aux questions de Daniel Grand-Clément. En tout cas, je vous demande, pendant quelques minutes, de l'écouter, en vous disant que 7 ans, ça vaut bien quelques minutes d'attention. Bonsoir, Monsieur Barre. Bonsoir. Nous allons essayer de garder l'attention des téléspectateurs, comme nous le conseille Dominique Baudis. Vous terminez fort cette campagne, vous terminez en battant, ça marche bien. C'est la dernière ligne droite. Dans la dernière ligne droite, il faut, j'en suis convaincu, convaincre, persuader, mériter la confiance. Alors, l'émission de ce soir est basée, du moins vous avez choisi comme thème, les défis qui se posent à la France, en France et dans le monde. Et le premier de ces défis pour vous, c'est l'éducation. Alors je vous propose de voir tout de suite l'un des témoignages que vous avez vous-même choisi pour illustrer donc ce problème de l'éducation. Je suis institutrice à Marseille depuis 26 ans, dans l'école publique, et notamment 9 ans dans un quartier très difficile de Marseille. J'ai 2 filles, elles ont suivi une partie de leur scolarité dans ce quartier, sans problème. J'ai fréquenté moi-même les 2 écoles, laïques et privées. J'estime qu'il est fondamental que les parents gardent ce choix de mettre leurs enfants dans l'école publique ou privée. Je crois qu'on ne résoudra pas ce problème de l'enseignement en France si on fait l'économie de réformes de structure. Je sais bien que beaucoup d'hommes politiques hésitent à en parler, mais moi je suis persuadé qu'il faut en passer par là et qu'il faut remettre en cause l'idée d'un système unique, à gestion centralisée, nationale, qui n'existe d'ailleurs nulle part ailleurs dans le monde. Et en particulier, je ne crois pas que la solution puisse consister à augmenter globalement les crédits de l'éducation nationale, parce que ça coûtera certainement plus cher à la nation, mais ça ne rendra pas le système plus rationnel. Alors, premier point, le pluralisme. Est-ce qu'il est sérieusement menacé aujourd'hui? Il n'est plus menacé depuis que les Français sont venus défiler à 2 millions dans les rues de Paris pour défendre la liberté de l'enseignement. Mais bien qu'il ne soit plus menacé, je pense qu'il serait utile que par voie de référendum, la liberté de l'enseignement soit inscrite dans la Constitution. Et c'est mon intention, si je suis élu. Deuxième point, la réforme. Faut-il encore une réforme? Il ne s'agit pas d'une de ces réformes comme celles que l'on fait tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Il s'agit d'une rénovation de notre système éducatif. Une remarque. J'ai confiance dans les personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement privé.
Je crois qu'il ne faut pas critiquer des hommes et des femmes qui ont une tâche difficile et qui l'accomplissent avec beaucoup de conscience. Et c'est avec eux qu'il faudra rénover notre système. Les principes sont simples. Il faut décentraliser, parce que le système, comme il a été dit, est trop centralisé. Il faut adapter les programmes d'enseignement, et en particulier les ouvrir sur l'entreprise et sur la vie. Et en troisième lieu, il faut abandonner cette attitude française qui consistait à considérer qu'il y a une filière noble qui est l'enseignement classique et une filière secondaire qui est l'enseignement technologique. Nous avons besoin demain de jouer la carte de l'intelligence dans tous les domaines, d'utiliser la matière grise dans tous les champs du savoir et de la connaissance. Eh bien, il faut que nous mettions sur le même plan aussi bien la formation que nous appelons classique, traditionnelle, et la formation technologique et l'apprentissage qui doivent correspondre aux aspirations de ceux qui sont orientés vers les choses plus pratiques de la vie. Deuxième défi, la révolution technologique, la recherche. Je vous propose d'écouter le professeur Montagnier. On a besoin d'une politique de la recherche cohérente et résolue. Notre civilisation a besoin de la recherche, aussi bien de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée. L'exemple de la découverte du virus du sida montre l'importance de la recherche fondamentale. Mais les efforts de la France en matière de recherche sont insuffisants. Relativement, par exemple, au développement qui existe dans les autres grands pays industriels comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne. D'autre part, la recherche privée est très insuffisamment développée. Elle est aussi importante que la recherche publique. C'est pourquoi, avec beaucoup de mes collègues, j'ai des inquiétudes pour l'avenir. Et je voudrais demander à M. Barre quelle est la politique qu'il entend mener dans ce domaine s'il est élu président de la République. La question vous est posée. Éducation, recherche, c'est toujours jouer la carte de l'intelligence. Nous avons une recherche dont nous pouvons être fiers. Ce que fait le professeur Montagnier pour le sida est unanimement reconnu et respecté dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'il n'a pas tous les moyens nécessaires. Nous n'avons pas suffisamment de ressources mises à la disposition de la recherche. Vous allez donc les augmenter. 2,2% de notre produit intérieur brut à l'heure actuelle, alors que c'est 2,8% chez nos principaux concurrents. Je propose que d'ici 5 ans, une législature, il y ait 3% de notre produit intérieur brut qui soit consacré à la recherche. Je propose en second lieu qu'il y ait un plan de recrutement régulier de jeunes chercheurs. Il faut que les jeunes aillent à la recherche. Et il faut en troisième lieu organiser les relations entre la recherche et les entreprises, petites et moyennes entreprises surtout, de telle sorte que la recherche puisse irriguer notre vie économique et apporter les idées pour les produits nouveaux et les processus de production nouveaux. Voilà, je crois, les grandes lignes d'une politique de la recherche. Troisième défi, la culture. Voici ce qu'en dit Philippe de Villiers. Je crois qu'il faut que, pour le rayonnement de la culture française, nous fassions 3 choses. D'abord, il faut faire le marché commun de l'image pour avoir plus de qualité, plus d'émissions, plus de téléfilms, plus de dessins animés qui soient d'origine européenne et d'origine française. La deuxième chose a trait à la politique du patrimoine pour que nos monuments, nos musées, nos lieux de mémoire deviennent de véritables lieux de vie. Et puis, il faut que nous fassions une grande politique d'éducation artistique. 1 heure d'histoire de l'art dans nos écoles pour que les petits Français demain apprennent à connaître leur pays, le pays des chefs-d'œuvre, et qu'ils apprennent à aimer la France. Tout cela, ça semble assez facile à dire et intéressant, mais très difficile à faire, M. Barre. C'est difficile à faire, mais nous devons avoir une politique de la culture. Je dis bien une politique de la culture et non pas une politisation de la culture comme nous l'avons vu sous le septennat de M. Mitterrand, du moins dans les 5 premières années de ce septennat. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe de Villiers. J'ajoute que des moyens doivent être donnés dans le domaine de la culture. C'est évidemment aux municipalités, le maire de Toulouse peut le dire, aux régions, aux départements de s'en occuper, puis il faut que l'État y contribue. Et les socialistes avaient promis que le budget de la culture passerait à 1% du budget global. Cela n'a pas été réalisé. Eh bien, donnons-nous comme objectif, sur les 5 ans qui viennent, d'accorder 1% du budget à la culture. Alors, pour l'instant, on est un petit peu resté en France, mais enfin, il y a aussi des défis qui se posent à la France face au monde. Alors, lesquels? Vous pensez auxquels? Il y a, à mon avis, 3 grands défis. Le défi de la paix, le défi de l'Europe et le défi du développement économique. Alors, la paix d'abord. Vous n'êtes pas un très chaud partisan du désarmement?
Non, ne dites pas cela. Je suis partisan du désarmement, mais je ne suis pas partisan de n'importe quel désarmement. M. Mitterrand veut faire croire qu'il est l'homme du désarmement. Je rappelle que dès 1978, M. Giscard d'Estaing avait saisi nos partenaires des problèmes du désarmement. Ce qu'il faut, c'est un désarmement équilibré, qui ne soit pas simplement un désarmement nucléaire, qui soit un désarmement dans le domaine nucléaire, dans le domaine chimique et dans le domaine des forces conventionnelles. Et il faut que ce soit les superpuissances qui commencent à désarmer, parce que ce sont elles qui accumulent les armements. Lorsqu'elles auront donné la preuve qu'elles veulent la paix en réduisant leurs arsenaux, alors nous pourrons regarder quelle sera notre contribution au désarmement. Mais d'ici là, restons vigilants, ne baissons pas la garde. Elles ont commencé déjà à désarmer. On a le sentiment. Uniquement avec l'option 0 et l'option double 0, je crois que cela conduit à affaiblir plutôt la sécurité de l'Europe qu'à donner le sentiment d'un désarmement normal, d'un désarmement qui aille dans la bonne direction. Deuxième défi, l'Europe. Et vous aimez les choses concrètes. Et vous souhaitez que nous passions la parole à M. Baudis, car vous êtes maire de Toulouse. Et c'est peut-être à Toulouse qu'il y a la concrétisation la plus évidente de ce que peut réussir l'Europe avec les avions. Toulouse est une grande ville de France, mais c'est aussi maintenant une grande capitale technologique européenne, avec en particulier la construction aéronautique et les programmes spatiaux. Et chacun sait le rôle qui a été joué par Raymond Barre pour accompagner le programme Airbus et le programme Ariane. Alors à Toulouse, nous réussissons pour deux raisons. Nous jouons sur la matière grise, à défaut de matière première, et puis nous avons appris à travailler en équipe entre Européens. Et ça, c'est une réussite, finalement. Il y en a une grande réussite. C'est difficile à faire, ça. Oui, mais il y a 25 ans que je m'occupe d'affaires européennes. Et l'Europe, il faut la démontrer par des réalisations concrètes, comme celle dont Baudis vient de nous parler. Qu'est-ce que nous avons à faire maintenant? Nous avons à faire le grand marché intérieur, au 1er janvier 1993. Préparons-nous-y, consacrons-y nos efforts. Nous avons à faire l'Europe monétaire, parce que nous ne pouvons pas laisser le système mondial sur le plan monétaire dans un tel état d'instabilité. Nous avons en troisième lieu à faire l'Europe technologique, nous l'avons commencé. Et ensuite, nous avons à faire l'Europe politique, c'est-à-dire l'Europe de la sécurité et de la défense. C'est dans ces 4 domaines qu'il faut avancer par des réalisations concrètes. Cessons de dire l'Europe, 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 mais agissons. Troisième grand défi, la coopération. Et vous avez choisi d'écouter le témoignage d'un jeune coopérant qui était à Djibouti. J'ai fait mon service militaire à Djibouti, dans le cadre de la coopération. Et ça a été une expérience très très enrichissante. Ça permet de s'ouvrir un peu sur l'extérieur, ça permet de voir ce qu'il y a d'autre et comment vivent les gens réellement. On se rend compte qu'il y a de grands besoins, que la France a peut-être un rôle à jouer, que surtout les jeunes coopérants français ont un rôle à jouer dans le développement économique de pays où la France a des alliés. Ça ne coûte pas trop cher, la coopération? Non, cela ne coûte pas cher. Dites-vous bien que nous avons tout intérêt à ce que le monde en développement puisse accroître ses ressources. Les pays en développement sont pour nous d'excellents clients. Mais il n'y a pas simplement que le problème financier, le problème mercantile. Il faut bien voir que la grande querelle du XXIe siècle sera la querelle du développement, c'est-à-dire la querelle de l'homme. Il ne peut pas y avoir de disparité croissante entre pays développés et pays en voie de développement. Et il faut que la France apparaisse dans ce domaine généreuse. Un mot de conclusion, c'était déjà une conclusion, ce que vous venez de dire, mais ma conclusion de cette émission. Ma conclusion, elle est très simple. Une France forte dans une Europe puissante. Une France forte par la formation des hommes, par l'éducation, par la recherche, par l'investissement, par la culture. Une Europe unie et puissante. Une Europe unie et puissante dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la monnaie, dans le domaine de la sécurité. Voilà l'objectif que nous devons poursuivre. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir regardée. C'est bon.